deux amours. Mon pays est Paris. Grégory Proch, numéro 10. Solar, 2021. Je vais te dire d'où je viens, pélo. Paris, c'est la ville qui m'a vu naître et je l'échangerai pas pour un copain. Dans le fossé. Lettre à un jeune Neymarien à propos de Safet Suzic. Jeune homme, tu es né au début des années 2000, mettons un 27 mars, en région parisienne, pour ne pas user du vocable banlieue. Terre d'élection du Paris Saint-Germain, ce club au fonctionnement parfois aussi aberrant que charmant. Une équipe de football, soit le sport le plus populaire sur Terre, qui tire son Île-de-Francité de Saint-Germain-en-Laye, enclave aisée de l'ouest parisien, et s'enracine avec son merveilleux stade, le Parc des Princes, au cœur des beaux quartiers, pas loin des ambassades, à quelques foulées de Roland-Garros, en plein 16e arrondissement. La première fois qu'on t'a emmené au Parc des Princes, c'était en avril 2012, pour voir PSG défaire Sochaux, 6-1, tribune Borelli. Pastore, Néné, Ménez et les autres, savaient-ils que tu venais vivre ton cadeau d'anniversaire? Alors bien sûr, tu as tout adoré. Le trajet en métro, les wagons se remplissant d'écharpes PSG, les couloirs aux arrêts, résonnant de chants et de slogans. Ton beau-père ne t'avait pas menti. Quand tu as grimpé les escaliers pour sortir à Église d'Auteuil, tu as eu la soudaine impression d'être en retard. Et, sans t'en rendre compte, tu as accéléré le pas. Là-dessus non plus, il ne t'avait pas bluffé. Le tour du parc pour arriver à la bonne tribune, tous ces gens à nos couleurs. En marche, à l'arrêt, en grappe, devant les guichets en file, mais toujours en groupe, au moins à deux. Des pères, des oncles, des grands frères. Personne n'est seul au parc. Ça t'a donné le tournis. Ces maillots plus ou moins neufs ou délavés, de toutes les époques. Autant de fenêtres sur les temps qui t'ont précédé. Et encore, avant, PSG n'avait que 2 maillots par saison, un pour les matchs à domicile, un pour les déplacements. Peut-être aussi un spécial pour la Coupe de France. Ces sponsors, ces noms floqués, par centaines, par milliers. À force de l'entendre te les raconter, certains t'étaient familiers. Pas beaucoup de maillots de gardiens, as-tu noté. On en a eu pourtant des grands gardiens. Il t'avait parlé d'un Hugo, Pantelic, au tout début, quand PSG était à peine né, qui mettait des calottes aux petits jeunes pour rigoler. Baratelli, Joël Batz, celui du premier titre, Bernard Lama, le plus grand de tous, ses sorties aériennes à une main, ses matchs sans gants, énorme impression sur toi, sa désinvolture de mec toujours hyper bien préparé. Facile, Lama était facile, la vraie classe totale. Ton beau-père cherchait une photo de sa fête sur une des grilles qui ceinturent le parc. Il est resté en arrêt quelques secondes, il t'a montré un type de dos, maillot blanc, numéro 10, floqué Suzic. Il a levé les yeux au ciel, comme quand tu disais ou faisais une bêtise. C'est un faux. Comment tu le sais? Jamais on ne floquait les noms des joueurs dans les années 80. Pas besoin. Les gens qui s'intéressaient au foot et au PSG savaient pertinemment qu'il n'y avait qu'un seul numéro 10, Safet Suzic. Et aucun joueur au PSG n'aurait osé revêtir son maillot. Tiens, voilà la photo. Regarde qui est derrière. Michel Platini. Elle a été prise à Turin en 1983, au match retour. On aurait mieux fait d'en mettre une du match aller, en maillot blanc, RTL écrit en noir, le plus beau de tous. T'es sérieux? Se sachant distrait, il avait tout préparé et t'avait tout expliqué. La réservation sur le site, la réception du mail de confirmation et le print des billets, il t'en avait pris à témoin, comme si, sous ta surveillance, il allait nécessairement se montrer plus rigoureux. L'instant était trop solennel pour le gâcher. La fouille après le guichet, bon match, merci monsieur. Le son, quelle gifle. Ça aussi, il te l'avait dit. L'acoustique grave, caverneuse et profonde du béton. La télé ne rendait pas cette sensation de puissance englobante. Joueur comme supporter, on appartient au parc peut-être plus encore qu'au PSG. L'impatience en gravissant les marches vers la tribune. À chaque meurtrière, l'éclat attirant de la pelouse. Et encore, on est en diurne, l'herbe brille moins bien. Est-ce que 30 ans après, ça lui faisait à lui toujours le même effet? Un jour, tu lui avais demandé pourquoi il avait cessé en 1991 d'aller au parc. Sa fête est partie,
Je ne me voyais ni le suivre au Red Star, ni venir ici sans lui. C'était comme une révolution son départ, un changement de monde. Ça avait énormément d'implications. Près de 10 ans qu'on jouait pour ce 10, qui n'avait pas que des fans, mais tous ceux qui s'en étaient pris à lui l'avaient payé cher. En 1988, par exemple, Gérard Houllier, Un grand entraîneur qui nous avait emmenés vers notre premier titre en 85-86 a mis sa fête sur le banc. Il avait raison? Évidemment que non. En fait, avec le recul, c'est difficile à dire. Rien n'allait, pas même sa fête. Mais il était forcément le moins coupable. Lui, par définition, il n'avait aucune consigne à respecter, aucune contrainte. Il fallait qu'il soit libre pour pouvoir créer. Personne ne lui avait jamais demandé de se replacer. Il jouait comme il voulait. Et nous, c'était tout ce qu'on voulait. Nous en remettre à lui comme l'Argentine s'en remettait à Maradona. C'est donc, jeune homme, à Mustapha Daleb et à Safet Suzic qu'on doit le respect, la dévotion, la ferveur, la passion, l'indulgence, parfois la complaisance du parc pour les numéros 10 et, plus généralement, les créateurs, les solistes, les dribbleurs raffinés, les esthètes, les poètes, les dilettantes et les élégants. Autant Daleb pouvait sembler brésilien, autant Suzic aurait mérité d'être argentin. Deux nationalités footballistiques garantissant aux 10 le piédestal. Or, le géant rail, de Valdo à Neymar, nos meneurs de jeu brésiliens ont toujours été vifs, insaisissables, improvisateurs rapides, combineurs et remiseurs, toujours en mouvement, en plus de facétieux, souriants et heureux de vivre en jouant. Par là, proche de Mustapha le radieux. Safet l'ombrageux était costaud de constitution, 1m81 pour 81 kg, moins explosif que les Brésiliens, trop lourd pour jouer sur la pointe des pieds. Vrai taciturne et faux lent, il prenait son temps parce qu'il l'avait et s'en donnait en dribblant. Il y avait moins de pressing. Il évoluait au rythme d'un Riquelme, soit autour de la ligne médiane, soit aux 18 mètres. La passe sûre et la frappe victorieuse d'un Di Maria, les intuitions, l'œil géométrique et le sens des courbes d'un Pastore, les dribbles majestueux, l'inconstance et la fragilité morale des trois. Sans sa fête, sans la jurisprudence Suzic, sois-en sûr. Jamais Verratti, Pastore, Di Maria, Okocha, Leonardo et combien d'autres n'auraient été si bien accueillis, si chéris et tant protégés au parc. Une question d'ADN. Tous les grands clubs le sont par suite d'un processus historique long, lent, des sédimentations et adaptations. Pas nous. Leurs supporters de grand-père en petit-fils ont la culture des joueurs formés au club, du mérite, de l'abnégation. Ils aiment d'un même amour le stopper besogneux et l'ailier droit virevoltant. On les leur a annoncés, ils les ont vus arriver, grandir, mûrir, gagner leur place. Nous, on a formé quelques grands joueurs bien sûr, mais c'est dérisoire au regard du nombre de franciliens qui depuis 1970 ont éclos ailleurs. Notre club, créé de toutes pièces, était condamné sinon à gagner, au moins à briller immédiatement. Les enjeux sportifs, financiers et politiques le commandaient. Le seul credo viable, c'était de faire rêver le public, et ces joueurs-là l'ont fait. Et sans lui, on a mieux joué ou pas? Peut-être. C'est une question vieille comme le club. Peut-on, dans un sport collectif, tout miser, tout faire reposer sur une individualité? Houllier a cru créer un choc psychologique, un déclic, c'est ce qu'on disait à l'époque quand on changeait d'entraîneur. Il l'a officiellement mis à l'écart suite à une défaite au parc contre Sochaux 1-3. Sa fête avait dû être irritante, perdre des ballons importants. Mais avant cette défaite, 2 fois de suite, Houllier lui avait fait goûter le banc, pour le prévenir que son statut ne le mettait plus à l'abri de la concurrence. Cette défaite au parc, c'était la réponse de sa fête. Je ne joue pas quand tu le décides, je joue quand je veux et comme je veux. Il a vraiment dit ça? Mais non, c'était comme ça qu'on aimait l'histoire, nous autres. Après Sochaux, on gagne sans lui 1-3 à Saint-Étienne. En coupe, on rejoue Sochaux, Houllier le titularise, ce qui revient à lui signifier qu'il ne compte pas sur lui pour le championnat. Et de fait, contre le Matra Racing, pour le derby parisien, il ne l'aligne pas. Tu mesures l'affront, à lui et à nous. On fait un 1-1 pénible, on est 18e. À Nantes, sans lui, 0-0. Contre Nice au parc, on en prend 4. Et encore, on a eu de la chance. Bocandé, qui avait échoué chez nous, ne nous en a pas mis un. Vous deviez être abattus. Au contraire, on était heureux et soulagés. Perdre sans lui prouvait qu'on ne pouvait définitivement pas jouer sans lui. Houllier aurait dû le comprendre, mais c'était un prof. Il ne pouvait pas fonctionner irrationnellement comme ça.
Moi j'avais eu la trouille que sans lui on se mette à bien jouer, à être efficace. T'es un dingue. Boulogne était en feu. À chaque match ça scandait « Houillé, démission, Houillé, démission ». On ne pouvait pas toucher à sa fête. Même ceux qui le contestaient n'acceptaient pas cette décision. C'était notre bien le plus précieux, le seul de nos joueurs que le monde nous avait envié. Grippé sur une jambe et de mauvaise humeur, la lumière viendrait de lui. Houillé a dû se résoudre à le réintégrer. Ça a marché? Pas tout de suite. À Metz, on a perdu 1-0. Nul 1-1 au parc contre Auxerre, qui avait mené presque tout le match. Et puis vient le chef-d'œuvre marseillais. On gagne 1-2 au Vélodrome. But de sa fête et centre décisif pour Calderon. On était toujours 18e et relégable, mais on n'en avait vraiment plus rien à foutre. Sa fête avait retrouvé sa place et Suzic était de retour. Et ça coïncidait avec une de ces victoires qui vous font oublier une saison pourrie. Cette certitude qui serait au top dans les grandes rencontres. Le soufre, le public en transe et un adversaire trop fort, c'est le carburant de tous nos numéros 10. À ça, infailliblement, on les reconnaît. Ceux qui, ces soirs-là, se subliment et nous emportent avec eux sur un tapis volant. Ça compensait largement ce qu'on pouvait lui reprocher. 4, 5, 10 matchs par an, grâce à lui, on jouait sur le toit du monde. On se dépêchait de rentrer pour voir au dernier journal le résumé et entendre les journalistes rivaliser de superlatifs pompeux pour s'extasier sur une de ses occasions, une ouverture, un but. Son dribble talonné derrière la cheville. Sur un contrôle avec ce râteau, il te mettait 2 ou 3 défenseurs de la Juve à l'envers. Personne ne faisait ça en France. T'entendais régulièrement des gars lui reprocher de ne pas lâcher le ballon, de ne pas jouer simple. Et puis 3 minutes après, il te sortait une splendeur du plat du pied dans la course de Xuerev ou de Rocheteau, et tout le monde l'applaudissait. Houillé n'a pas senti ça. L'autre l'a broyé. On a reçu Lens. On était encore relégable. Mais qui faisait la une du PSG Magazine? T'imagines le désaveu pour le coach? Et là, bien sûr, il a été bon. Sublime, majestueux, impérial. Il était partout, impliqué sur tous les buts. On gagne 4-1. À la fin du match, ses coéquipiers le portaient en triomphe et le parc chantait son nom. On a fini 15e, il nous avait sauvés. On résonnait alors les notes de Phil Collins, ou Said I Would, 1985, grande année souzitienne. Vous vous êtes levé, ton beau-père était très heureux d'être là, avec toi, de t'avoir emmené. Alors, par rapport à la télé, c'est comment? Tu as juste souri. Les parents, quand ils sont contents, posent toujours des questions idiotes. Tu te sentais chez toi. Tu contemplais les tribunes comme un propriétaire son domaine. Tu te souviens de ton premier match? 14 octobre 1977, PSG 3. Je croyais qu'on disait 3 yes. 8-2, 4 buts de Carlos Bianchi. Qui t'avait emmené? Ma mère. Elle s'en foutait du foot. C'était comme toi pour mon anniversaire. Sauf que toi, tu t'en fous pas du foot. Tu ne t'en fous plus. Je sens que ça te passionne à nouveau et qu'on va devoir revenir souvent. Je ne te le dis pas pour qu'on en discute. Je t'informe. Un vrai dribble souzitien, ça. Lui resservir la vanne avec laquelle 10 fois il t'avait fermé ton clapet. Là, c'est lui qui a souri, et toi qui étais fier. Au bout de 5 minutes de jeu, tu savais que tu reviendrais ici toute ta vie. Je comprends vraiment pas comment t'as pu arrêter de venir. Dans la même période, la sienne de vie avait changé. La jeune femme avec qui il vivait l'avait quitté. Il avait emménagé à Paris. C'était la première fois qu'il se retrouvait seul. Il fréquentait de nouveaux milieux, des étudiants, des comédiens. Il commençait à écrire. Auteur avec les filles, ça marchait pas mal. Paris cessait d'être un fantasme. Il n'avait plus besoin de PSG pour y accéder. Ça me semblait bien comme fin. Ma parenthèse PSG. Le président Borelli aussi était parti. Canal+ arrivait. Pour gagner et remporter des titres et des trophées. Et ça se voyait qu'ils allaient y arriver. Je crois que ça nous a fait peur. Comme si PSG pour toujours, pour nous, devait être beau comme un espoir et un regret en même temps. Le club, l'équipe était peut-être fait pour gagner, maintenant que Canal était là. Pas nous, pas le public. On avait trop de mauvaises habitudes. Il fallait de nouveaux supporters. À chaque rachat, c'est comme ça. Regarde, si QSI n'avait pas engagé Pastore, Sirigu, Menez, Matuidi et puis maintenant Ancelotti, Maxwell, Alex, Thiago Motta, personne à l'école ne parlerait de PSG. Je n'aurais pas fini par te raconter mes souvenirs de vieux con. Tiens, à cette heure-là, on serait au City Park en train de jouer au foot. Vous étiez maintenant assis. De son temps, on était debout au parc. Enfin, dans les virages.
Dans les années 80, il te l'a assez raconté, on pouvait se déplacer dans le parc, changer de tribune. C'était pas légal, mais on laissait faire. En arrivant à la mi-temps, on pouvait même espérer entrer gratis les soirs de petits matchs. Lui et ses copains achetaient des places en Boulogne jaune, moins cher, et descendaient ensuite en bleu, dans le fameux COP de Boulogne. La seule tribune exclusivement parisienne. Dans ces années-là, les villes de province, pourvoyeuses de bras pour les boulots et emplois de la capitale, remplissaient chacune leur tour le parc, le soir où leur club nous rendait visite. Nantes, Saint-Étienne jouaient à domicile chez nous. La banlieue n'était pas comme aujourd'hui, ultra majoritaire dans les virages populaires. Comme tout le pays, elle suivait vite fait la sélection et le ou les clubs français qui jouaient en Coupe d'Europe. La preuve, tiens, dans les années 90, les banlieues arrêtées pour l'OM. Eh oui, mon vieux. Ça, tu avais du mal à y croire. Il exagérait, pour embellir le côté place forte, retranché de sa tribune, seul contre le reste de l'univers, les supporters parisiens. Si on l'écoutait, tout le monde ou presque se foutait du foot en France jusqu'à la Coupe du Monde 1998. Mais pour les rares qui s'y intéressaient, supporter PSG, ça condamnait. Ça classait sinon facho, au moins fâcheux. Et ridicule, puisqu'étant les plus riches et même pas les meilleurs. Même celles et ceux qui se foutaient du foot le pensaient, le disaient. On pouvait aisément nous cracher dessus, volontairement ou non, nous faisions tout pour le mériter. Les supporters parisiens avaient une réputation épouvantable, qu'ils semblaient entretenir et dont ils paraissaient quand même un peu fiers. On était en guerre contre le monde entier. Banlieusards, on ne pouvait pas accéder complètement à la fierté d'être parisien. On se rabattait sur la gloire d'être détesté par toute la province, comme des Parisiens. Les Marseillais, eux, ils sont de Marseille. La Belle de Mai, le Panier, même les quartiers nord, c'est pas comme le 93 ou le 91 par rapport à Paris. Leur sentiment d'appartenance est naturel. Leur père et leur grand-père aimaient déjà l'OM. Ils ont tous le même accent. Nous, on avait l'âge du club. Donc, pas d'histoire, pas de mythologie, pas de légende. Ce qui nous unissait, c'était cette détestation. Et, vraie, fictive ou exagérée, elle était stimulante. Notre histoire deviendra légende, disait une écharpe devenue plus tard tifo. Il avait tenu aussi à t'informer que ce serait forcément moins bien le Parc des Princes en 2012, moins bien que dans les années 80, les siennes, les années Suzic, quand ça se méritait de supporter PSG, quand ce n'était pas facile, quand ça coûtait quelque chose à ceux qui s'y risquaient. Son côté vieux con. Aujourd'hui, et c'était déjà un peu vrai en 2012, tout le monde est pour ton PSG. En Île-de-France, dans ton bahut et dans tout le pays, ceux qui n'aiment pas PSG sont obligés d'applaudir Mbappé le champion du monde à son entrée. Notre maillot est mieux qu'un signe de reconnaissance, un vêtement à la mode. Tes coéquipiers sont tous pour PSG. Il appelait ça l'apport fondamental de Canal+ dans les années 90. Il t'avait expliqué. En 1991, nouveau propriétaire du club, la chaîne cryptée s'était penchée sur la question comment améliorer pour mieux la rentabiliser l'image du public parisien. Certains ultras avaient abusé et se battaient même entre eux parfois, sans compter le catastrophique impact des interviews de skinheads trop contents de laisser croire qu'ils contrôlaient le COP de Boulogne, la tribune des tribunes. Ils se pavanaient à la télé, rois des talk-shows en direct où leurs sorties provocantes faisaient scandale et donc de la pub aux émissions. Mais pourquoi on les invitait ? C'est compliqué. Il y avait plus de chaînes, donc elles se tiraient la bourre, à qui trouveraient les témoins les plus freaks, les plus trash, les plus choquants. Pas seulement en foot. Politiquement, la gauche au pouvoir était en train de perdre contre la droite, alors elle a médiatiquement attiré l'attention sur l'extrême droite. Le Pen ? Le père. On l'a su plus tard. Mitterrand, le président de la République, avait œuvré pour que Le Pen soit plus souvent invité dans les émissions politiques. Celui-ci a accepté le mauvais rôle, il est devenu le méchant, avec qui il ne fallait ni pactiser ni s'allier. Mitterrand était très fort, un vrai 10. Plus Le Pen montait dans les sondages, plus ça divisait la droite. S'allier ou pas avec lui. Tout le monde découvrait l'extrême droite. Il y avait des documentaires dessus tout le temps, et donc des skins qui se faisaient filmer au parc. Imagine. Pourquoi vous ne les viriez pas ? J'avais 16 ans, j'étais une crevette. Personne ne commandait personne. C'était rempli de prolos, de chômeurs, d'étudiants. C'était très anarchique. Mais il suffisait que les flics ou des caméras se pointent et hop, tous unis. Skin, pas skin. On ne voyait pas ça comme ça. Ils étaient un des éléments parmi les autres qui nous condamnaient à l'opprobre. Ils n'étaient pas si nombreux et présents que ça,
La télé grossit, amplifie et fige. Le COP n'avait pas besoin des skins pour être virulent. Quand ce n'était pas après les flics qu'ils en avaient, c'était le club, l'entraîneur, les journalistes, les supporters adverses. Canal, en arrivant, avait compris qu'on ne pouvait pas vider Boulogne, sans doute encore moins le faire taire. Il fallait donc le submerger, remplir le reste du parc, en se tournant clairement vers une nouvelle venue dans le paysage médiatique, dialectique réponse à l'extrême droite, la banlieue. La concomitante émergence du rap s'y prêtait. Suffisait de réunir les deux. Il avait été surveillant au collège dans le 91 et le 92. Tous les mecs jouaient au foot, mais on en voyait très peu apparaître au PSG. Et ils étaient tous pour l'OM. Évidemment, l'OM venait de remporter la C1, à notre place. Pourtant, au parc, dans les tribunes comme dans l'équipe, il y avait toujours eu des Africains, des Maghrébins et des Antillais. Si c'était une question d'identification, on avait des arguments. Sans compter que c'est en région PACA que le Front National a historiquement émergé et fait ses meilleurs scores, pas à Paris. Mais l'OM était le club du mélange, du métissage, de la joie et du soleil, et nous les vilains blancs riches et racistes de la grise capitale. Le PSG de Canal a su garnir son effectif, et même ensuite son équipe fanion, de gamins franciliens, et les inviter par milliers à venir au parc, exactement ce qu'il fallait faire pour enfin enraciner ce club, au moins du point de vue du public. Ainsi est née en quelques années la tribune Auteuil, telle qu'on la connaît encore aujourd'hui. Les succès ont rempli le reste du parc de supporters qui, eux, surent aimer et apprécier aussi les défenseurs valeureux, les demi humbles et vaillants, les attaquants opiniâtres, les capitaines de 17 ans, l'humilité et la solidarité des sauvetages de dernière journée à Sochaux. Peut-être parce qu'ils avaient connu l'ivresse de 5 demi-finales européennes de suite, d'une victoire en C2 et d'un titre. Collectivement plus équilibrées, plus solides et plus talentueuses, les équipes des années 90 à Paris n'avaient rien à voir avec le PSG de sa fête. Une sérénité inédite, on l'a oublié, liée à une efficacité tout aussi inédite, par sa constance, enveloppait cette équipe coachée par le placide Arthur Georges et qui comptait l'équivalent d'un ou deux Suzic par ligne. Ça jouait plus vite, avec davantage d'intensité et d'impact, même si ces matchs te semblent à toi encore assez lents. Quelques années plus tard, tu as entendu dans la maison un commentaire de match qui semblait en direct, mais d'une autre ère. Le son du stade n'était pas celui qui t'était devenu familier maintenant que vous alliez au parc plusieurs fois par an. Thierry Roland et Jean-Michel Larquet. Et ton beau-père, tout seul devant son ordinateur, le poing serré victorieusement. Il venait de trouver sur Internet une copie assez bonne pour supporter le plein écran de la finale de la Coupe de France 1983. En vrai, c'est ce jour-là que je suis devenu un Suzicien pratiquant. Avant, je l'admirais seulement. Borelli en avait fait des tonnes autour de son arrivée. Écoute ce qu'en dit pariscanalhistorique.com. Le 28 mai 1982, l'équipe annonce la signature de Safet Suzic. Suzic, toujours Suzic. Les plus jeunes supporters doivent se demander pourquoi un tel joueur a marqué l'histoire du PSG alors qu'il n'a pratiquement joué qu'à Paris. Avant son arrivée à Paris, Suzic était déjà une star mondiale que l'on comparait à Johan Cruyff en personne. Bien que Suzic n'ait pas encore fêté son 28e anniversaire, l'âge légal pour quitter la Yougoslavie, le joueur a obtenu l'accord oral de sa fédération pour rejoindre un club de l'Europe de l'Ouest. Un dirigeant de l'Inter Milan se déplace donc en toute discrétion et propose un contrat à la star yougoslave pour la somme de $1 200 000. Quelques jours plus tard, Luciano Moggi, qui deviendra célèbre pour une affaire de match truqué alors qu'il officiait pour la Juventus Turin, provoquant la relégation de la Juve et la destitution des titres de champion en 2005 et 2006, se rend à son tour à Sarajevo. Suzic l'informe du document signé avec l'Inter qu'il considère comme un pré-contrat. Moggi et Torino lui proposent alors un transfert pour $2 millions, un appartement de 4 chambres, une voiture de luxe et un bon salaire et des primes. Suzic ne résiste pas et signe alors un contrat avec le rival de la Juve qui vient d'engager quelques jours plus tôt Michel Platini. Imagine-toi, quelques mois plus tôt, Borelli écrivait une lettre d'amour complètement folle à Platini pour le faire signer à Paris. Le 29 avril, Moggi annonce officiellement la signature de Suzic. L'Inter Milan réagit alors immédiatement et porte plainte auprès de la fédération italienne, précisant que Suzic s'est déjà engagé avec le club lombard. Le mal est fait, la fédération met son veto à ce transfert et décide de suspendre pour un an le joueur yougoslave coupable de négligence.
Les portes du Calcio se sont fermées après une nouvelle approche de l'AS Roma. Puis vint Hambourg, qui deviendra champion d'Europe un an plus tard, et Liverpool, qui avait remporté le trophée en 1980. Le Brestois Drago Babec avait déjà fait les louanges de Sušić au président Borelli, et Souriac va servir d'intermédiaire pour mettre les deux hommes en contact. Francis Borelli va tout de suite tout accepter, presque sans discuter. Gérard Lescour, un dirigeant du PSG, proche du président Borelli, était revenu sur cette signature, alors que personne n'avait vu jouer le phénomène yougoslave. Il était 5 heures du matin quand Safet apposa sa signature, mais même à ce moment-là, il ne souriait même pas. Avec Francis, on se demandait vraiment si on n'avait pas fait une énorme connerie. À ton âge, je croyais qu'il l'avait fait signer sur la seule fois d'une cassette vidéo. C'était bien plus grave et funky encore. La suite fait désormais partie de l'histoire. L'entraîneur parisien Georges Perroche découvre enfin Sušić le 30 juillet 1982 à Sarajevo pour un match amical organisé pour son départ face au PSG. Les Yougoslaves s'imposent avec un grand Sušić. Le 3 août, Sušić débarque à Paris pour participer au tournoi de Paris. Mais déjà la rumeur se précipite. Après une Coupe du Monde ratée en 1982, les dirigeants yougoslaves souhaitent punir les internationaux et le transfert pourrait être remis en cours. 3 jours plus tard, la fédération yougoslave, par 9 voix contre 7, annule le transfert car Sušić n'a pas encore 28 ans. Il les aura en avril 83. Et les dirigeants souhaitent désormais qu'il reste au pays jusqu'à ses 30 ans. Ils avaient le droit de faire ça, de l'empêcher de... Et d'abord, j'ai pas compris pourquoi il fallait qu'il ait au moins 28 ans. Bon, après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis et l'Union soviétique se partagent le monde. Tu as entendu parler du mur de Berlin et du bloc de l'Est, du capitalisme et du communisme. Pour aller vite, ici, les grands joueurs étaient très bien payés et là-bas, de l'autre côté du mur, ils étaient des héros de la patrie qui devaient donner à celle-ci leurs plus belles années. Certes, tout ça se fissurait, les joueurs n'étaient plus de vrais amateurs et la Yougoslavie avait un peu plus d'autonomie que les autres pays, mais suivait, vu d'ici, la même idéologie. Sušić encaisse mal cette décision, menace d'arrêter sa carrière, refuse de signer au Dinamo Zagreb et se fait exclure de la sélection yougoslave, son sélectionneur jugeant qu'il ne peut pas jouer tant que sa situation ne sera pas réglée. Finalement, le 15 décembre 1982, il signe un nouveau contrat à Paris pour une saison et demie, le début d'une belle histoire d'amour entre Sušić et le PSG. Entre Sušić et toi, oui, fais le malin. Tiens, un peu de PSG Nantes, ça t'apprendra. Pour le public normal et pour les Nantais, le souvenir numéro 1 de ce match, c'est le but brésilien de José Touré. Franchement, c'est un but magnifique. Jamais tu ne m'auras entendu dire ça à l'époque, crois-moi. Malgré tout, aujourd'hui encore, je trouve le but égalisateur de Safet infiniment plus beau, plus pur, plus technique, plus précis, moins aléatoire et tape à l'œil. Ça ne tient pas qu'à Safet. Lors du PSG Real de 1993, Ginola en a mis un qu'un type cultivé comme toi connaît. Passe de Valdo, pichenette de Weah pour lever la balle, dos au but, au 16 mètres, puis retourner lobé aveugle pour Bravo, qui remet de la tête en retrait, Ginola reprend son contrôle. Un classique. Je te fais remarquer que par rapport à celui de Touré, ce but a le mérite d'être collectif. Mais je préfère quand même la sucrerie de Valdo et celui de Safet. Ils sont à contre-temps. En pleine effervescence, ils s'appliquent. Ils me font penser aux élèves qui dessinent près de la fenêtre pendant que les autres se battent, se lancent des boulettes de papier et s'insultent en rigolant. Celui de Touré épate même les ignares parce qu'il est spectaculaire. Tout ce que le béotien aime. Amorti de la poitrine, petit lobe, jongle. C'est comme les ciseaux retournés, presque du freestyle. Rappelle-toi, durant ta première séance d'entraînement de tous les temps, tu en as réalisé un incroyable, depuis l'angle opposé de la surface, en pleine lunette. Même toi t'en revenais pas. Alors les autres autour, ils t'ont pris pour Ibra. Tout ça pour un an plus tard devenir gardien. Bon, je vais pas t'infliger le match. Juste 2-3 actions. Première minute, coup franc, Safet décale Zaramba, 1-0. De mon temps, on n'aurait pas osé appeler ça comme ça, mais pour toi, là, il s'agit d'une passe décisive. C'est bien ça. Nantes égalise. Puis juste avant la pause, Touré marque son but. Que voici. Je te préviens que si tu t'extasies, je ne t'emmène plus au parc. Pas mal, mais je comprends pourquoi il t'énerve. On y est. 65e. Longue passe de Zaramba. Mate le contrôle de Safet, la netteté. Adoncor derrière se mange le râteau du siècle. Regarde où il est. Maintenant Thierry Tussaud. C'est la cheville de Safet qu'il faut observer. Cette rupture de trajectoire. Un petit extérieur de mise en place et pour finir une frappe sans effet, elle aussi très nette, admirablement placée, juste sous la lucarne et vraiment loin du vraiment grand Bertrand de Mann. J'avoue, c'est propre.
Ce geste, contre tous les Hadoncore et les Tussaud du monde, il peut le refaire 100 fois les yeux fermés. Tout est maîtrisé. Un relâchement de grand musicien. Aucune réussite là-dedans. De la science et de la grâce. Tiens, et ça, t'en penses quoi? Dans un autre registre. Compte, les crochets. T'appelles ça comment ce qu'il lui fait d'Aleb à la défense canarie? Du sale. Un viol. Il aurait pu tirer à la fin au lieu de centrer. Le dessert. Là, tu vas voir. Sa fête ressemble à un général. Rocheteau remonte le ballon, transmet à Toko, qui va poursuivre son action après avoir passé, ou plutôt rendu, le ballon à sa fête. Pourquoi tu ris, jeune sot? Partant du principe qu'il devrait l'avoir en permanence, quand on le lui donne, on ne fait que le lui rendre. Tu l'as regardé un long moment. Il le savait. Vous étiez très complices. Tu commençais à comprendre pourquoi Ibra ne l'impressionnait pas. Ses stats, ses rodomontades, ses caprices. Du show, disait-il. Ibra qui fait son Zlatan. Comme il n'a jamais été tout en haut, le fait qu'il nous domine à ce point nous indique ce qui nous sépare encore du sommet européen. Hypocritement, il ne se plaignait pas qu'il soit là et plante but sur but. Gagner le championnat étant pour lui, en bon vieux supporter, au moins aussi important au fond que remporter une Coupe d'Europe. Même, il te répétait souvent que tu avais en guise de PSG l'équipe de ses rêves d'enfant. Mais aussi qu'Ibra, d'où qu'on le considère, ne ressemblait en rien ni à sa fête ni à Mustapha, qu'il ne le faisait pas vibrer, aucune émotion, aucun sentiment, aucune passion. Il se consolait avec Motta Verratti, attendait que Pastore joue un peu, que Di Maria tente un corner direct. Quand Suzic reçoit le ballon de Toko, il est sur la ligne médiane. Tous les Parisiens montent, se projettent. Tout l'indique, il va avoir une inspiration de génie. Il ne peut en être autrement. L'aisance qui donne confiance. Conduite de balle de joueur qui ne va pas chercher à percer. La défense recule alors qu'il faudrait le presser, ne pas le laisser s'installer, estimer, calculer et choisir. Il a plusieurs possibilités. Il opte pour la plus directe et la plus délicate techniquement. Entre deux Nantais et dans la course de Toko, qui n'aura besoin ni de contrôler ni de feinter pour éliminer et se retrouver en position de tir. Dosage. Ouverture ou passe D? Se rendait-il compte qu'il t'obligeait à pratiquer deux langues dès lors qu'il s'agissait de foot, la sienne et celle d'aujourd'hui? Qui parmi tes amis et coéquipiers aurait capté cette nuance? Pour juger correctement les prestations de Suzic, expliqua-t-il une autre fois, ses copains et lui prenaient tout en compte. Ses gestes, gradués en fonction de leurs difficultés objectives, de leur originalité et de leur impact sur l'adversaire, l'élégance qui avait accompagné leur accomplissement, ses intentions, pondérées par leur hauteur de vue, la netteté des réalisations. Un but suite à un tir détourné ne valait rien, par exemple. Idem d'un crochet entaché d'un compte favorable. Heureusement pour toi, les images de sa fête sur le web étaient encore peu nombreuses et plutôt de mauvaise qualité. À part la finale contre Nantes et le capital PSG Juventus la même année, auquel tu ne couperas pas. Mais depuis, régulièrement, il en déniche de nouvelles. Tu l'entends se réjouir avec des mots des années 80. Dément, mortel, oh le caviar. Il t'arrive de venir t'asseoir près de lui pour toi aussi regarder l'artiste dans ses chefs-d'œuvre. En fait, je vérifie si tout ce que je t'ai raconté est vrai. C'est le maillot de la Yougoslavie? Je ne pouvais pas m'imaginer la star que c'était. Il arrivait de Sarajevo. J'avais lu qu'il avait été genre 3 fois de suite joueur de l'année dans son pays, meilleur buteur aussi. Je découvre à quel point on avait raison d'en faire notre dieu. Ce type-là mettait des hat-tricks à la Roumanie, à l'Italie de Gentile et à l'Argentine de Menotti et Passarella. Et ça, c'est pour 79. Il ne portait pas le numéro 10? Souvent le 7 ou le 11 en sélection. Chez lui, manifestement, on le considérait comme un attaquant. C'est donc chez nous qu'il est devenu 10. Toi, tu t'en fous, mais moi, ça m'émeut. Comme un comédien, sa fête a créé le rôle au PSG. Regarde cette photo. Pour un match de gala de l'UNICEF, il est aligné aux côtés de Beckenbauer, Bruno Petzey, Ruud Krol, Oleg Blokin, Manfred Kals, Kevin Keegan, Hansi Müller et Johan Cruyff. Pour se retrouver là, tiens, ça c'est contre la Juve. Gentile, c'était sinon le meilleur, au moins le plus méchant défenseur du monde. Ce qui lui met. Tipon. On adorait ça quand il se mettait à accélérer avec des petits sauts vers l'avant, des foulées amples. On dirait qu'il tient le bout de sa manche dans le creux de sa main tant ses bras sont tendus, sans que jamais la balle ne s'éloigne de plus de 50 cm de son pied. Là, c'est contre qui? L'OM, 1987, en fin de saison. Il marque à la dernière minute le but victorieux.
Je te promets, j'allais te demander si c'était pas l'OM. J'y étais. C'était un match de gala, ça voulait dire 120 francs au lieu de 45. Au dernier journal, un mec d'Antenne 2 a dit texto. Et là, ça fait de Suzic, le talent, le génie, la classe. En revanche, ce but-ci me dit rien. J'arrive même pas à voir contre qui on joue. C'est à l'extérieur, mais l'image est trop floue. C'est lui qui a tiré le coup franc? Du gauche? Comme Neymar, Safet Suzic n'est ni droitier ni gaucher. Pour la très haute précision, les passes en rupture, les pichenettes et les ouvertures coupantes, c'est plus souvent le droit. Pour tout le reste, les dribbles, les remises et les tirs, le gauche est à peu près aussi performant. Dans un best-of qui mettait bout à bout ses actions dans leur intégralité, pas simplement ses buts ou occasions, on vérifiait également qu'il y avait bien du déchet dans sa production. Des trajectoires trop alambiquées pour ses ouvertures, des incompréhensions parce qu'il ne mettait pas la balle où l'attaquant la demandait, mais là où lui situait le jeu, souvent à raison. L'accablait particulièrement le manque de confiance d'un partenaire n'ayant pas cru que sa passe millimétrée finalement lui parviendrait. Une propension à répéter le même petit ballon sur l'aile parce que la première fois il est passé mais pas la deuxième, et que jamais le défenseur n'imaginera qu'il va tenter un troisième essai. Comme au deuxième péno, le tireur se demande qui de lui ou du goal va changer de côté. Ça fait spéculer sur les réflexes adverses. À chercher les trous de souris, il s'aveuglait, délaissait certaines évidences et les passes intermédiaires. Grisé, il revenait sur ses pas, moins pour déséquilibrer que pour se retrouver contraint de redribbler, par défi intellectuel et esthétique, pas pour humilier son adversaire, celui-ci existant peu à ses yeux. Suzic pestait contre ses équipiers et l'arbitre, jamais contraint d'en face, moins emporté par son élan que par son instinct, si son attaquant lui ouvrait un peu la porte par un appel excentré et qu'il y avait devant lui 2 ou 3 défenseurs, il y allait seul, incapable de résister à la tentation, de régaler le public et lui-même, comme Ney. Phase Suzicienne type, face au but à 40 mètres. Son chien de garde est devant lui. Sa fête temporise en progressant. Marche, pour ainsi dire. Démarrage soudain, foulée ample, feinte de crochet inter, puis torsion de la cheville et crochet extérieur déboîtant. Le chien de garde et celui ou ceux venus en renfort ont marché dans la feinte, en reviennent, refondent sur lui. Et là, il déclenche une passe aveugle croisée de l'autre côté. Ou alors, toujours dans l'axe, face à un double rideau défensif, il scrute, cherche et éventuellement dribble latéralement jusqu'à ce qu'il trouve un destinataire à sa passe sèche de 10 ou 15 mètres, pile entre les deux lignes, mieux encore, dans le dos de l'arrière-défense. Cette façon, comme Neymar, quitte à revenir loin derrière, de systématiquement se présenter au porteur du ballon comme l'exclusive solution. Le message est le même. Vous l'avez récupéré, c'est bien, tu l'as nettoyé, bravo. Maintenant, donne-le à celui qui sait quoi en faire, où le mettre et à qui le donner. C'est plus fort qu'eux. Ils pourraient passer pour feignants vu qu'ils défendent peu et se replacent à peine, mais sitôt que leur équipe a le ballon, ils se démènent pour le recevoir. Jamais la fatigue ne les empêche de s'enferrer, d'insister inutilement, d'exaspérer supporters et partenaires, et de parfois toucher le soleil. Qui déclenche le process? Le porteur qui toujours se tourne vers eux qui venant à son devant lui interdisent de fait les alternatives. Rien ne dit qu'en dehors des terrains ils aient l'un comme l'autre la moindre autorité, ou même un goût réel pour le pouvoir. Mais sur la pelouse, personne ne les a jamais vus se cacher. Or, pour eux, ne pas réclamer la balle, ne pas s'en emparer en cherchant déjà du regard un attaquant lancé, ne pas diriger la manœuvre, mener et conduire, c'est se cacher. Aussi dialectique qu'insoluble. Soit on a un grand 10 et une équipe pour le servir, soit on a une grande équipe sans 10 pour la desservir. Le 4-0 du match aller contre le Barça en 2017, une de nos 2 ou 3 plus grandes performances. On la réalise entre autres parce qu'on joue sans 10, ou avec 2 10 ailiers, Draxler et Di Maria très proches de Cavani, soutenus par un trio de milieux défensifs et relayeurs de haute volée, Verratti, Matuidi et Rabiot. Ce soir-là, on n'a pas de patron génial, mais une équipe puissante et équilibrée, développant un jeu rapide, inspiré, intense. Même Angel, bien qu'auteur de 2 perles, s'est fondu dans le collectif, n'a pas tiré la couverture, pas chichité, toujours joué juste, simple, pour l'équipe. Au match retour non plus, on n'a pas de numéro 10. Si, notre futur numéro 10 était sur le terrain, en face. Neymar, il viendra jamais. Tu l'avais dit avec moins de conviction que de dépit. Pour t'empêcher d'y croire, la première fois que tu l'avais vu, tu l'avais reconnu. Il serait ton joueur, ton Safet Suzic. Ça remontait, disais-tu, à 2011, avec Santos.
Tu étais intarissable. Ses dribbles, bien sûr, ses percées, ses buts capitaux que tu venais lui mettre sous le nez avec ton téléphone, son look manga, ses caprices, son côté sombre plus qu'obscur, son fameux penalty aujourd'hui interdit par la Digna. Lui faisait plus que stopper sa course d'élan. Il feintait le tir, attendait que le gardien plonge pour viser de l'autre côté. Merveilleux truand. En t'écoutant, ton beau-père croyait s'entendre. Ce qui suit, il l'a improvisé, croyait-il, au début pour te faire plaisir, t'épater avec un peu de mythologie facile, de l'emphase. Mais plus il avançait, plus les arguments qui lui venaient prenaient du sens. Bien sûr que si, il n'a pas d'autre choix. S'il veut régner, il lui faut un club à lui, une équipe vouée à lui, une ville qui fait bander le monde. Nous sommes les seuls en mesure de lui offrir tout ça. On a les moyens et une histoire à écrire. C'est un prince, il lui faut un royaume. Il a le Brésil pour aller décrocher la Coupe du Monde, qu'il aurait dû gagner en 2014, et la Ligue des Champions avec Paris s'il veut marquer son temps au niveau européen. S'il y arrive, il devient celui qui nous aura fait gagner, le plus grand de tous nos numéros 10. Plus important que sa fête Suzic ? Pour moi, je ne sais pas. Pour toi, oui. Que des numéros 10 dans ma team, négro. J'attends pas que ça tombe du ciel. Si t'es pas numéro 10 à Paname, t'es la banane du siècle. Là où j'opère, nombreuses sont les victimes. Que des numéros 10 dans ma team. On sache que nos pères, je me sers et j'observe. Imprime nos rimes sur le ring au bulldozer. Là où j'opère, nombreuses sont les victimes. Que des numéros 10 dans ma team. Vous avez un petit peu l'impression quand même de ne pas avoir toujours été compris à Paris, cette saison tout au moins. Je ne sais pas, les entraîneurs ils sont comme ça. Il faut d'abord courir, il faut se battre. Je ne suis pas un combattant, mais moi ce que je sais faire, c'est quand j'ai ballon. Quand j'ai pas ballon, je joue peut-être pas, mais avec ballon, je suis capable de toujours faire quelque chose. Il est exclu que vous restiez au PSG. Il y a le président Borrelli juste derrière vous.